atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakinumira atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakinumira atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakinumira atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakinumira. Comme je voulais annoncer tout à l'heure, lorsque je faisais l'introduction de nos émissions d'aujourd'hui, nous allons essayer d'aborder trois points essentiels. Et le premier point, ce sera le non-lieu requis dans l'enquête sur l'opération turquoise, surtout à Bicestero. Ça, nous allons essayer d'aborder ce sujet avec mon invité. Et puis, nous allons aussi aborder le deuxième point, à savoir la plainte de M. Charles Onana. M. Charles Onana, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est plus quelqu'un qu'on présente ici à la radio Rumuri parce qu'il est régulièrement notre invité. Et d'ailleurs, je vous annonce une soucoupe parce que avec le dernier livre qu'il vient de sortir, justement, que j'ai ici en main, que je viens d'acheter, justement, il est arrivé aujourd'hui, on me l'a livré aujourd'hui. Il s'appelle « Enquête sur un attentat, Rwanda, 6 avril 1994 ou 94 pour parler comme les Français ». C'est un livre intéressant que je viens d'acquérir, que je viens d'acheter. Je vais le lire et, chers amis auditeurs de Radio Rumuri, surtout ceux qui parlent de Kinyarwanda, je vais essayer de vous présenter d'ici quelques temps le contenu de ce livre pour que vous sachiez les enquêtes qui ont été diligentées à propos de l'attentat qui est, comme on le dit souvent, qui est l'élément déclencheur du génocide contre les Tutsis au Rwanda. Donc, ce Charles Onana, revenons à nos moutons, ce Charles Onana a porté plainte carrément contre les médias publics français qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, semblent lui balayer la route, semble ne pas lui accorder la parole pour qu'il puisse donner une autre version de ce qui s'est passé réellement au Rwanda. Parce que c'est comme si les médias publics français s'étaient vraiment accordés pour nous dire que la doxa rwandaise à propos de ce qui s'est passé au Rwanda. Ça sera le deuxième point que nous allons évoquer. En dernier lieu, nous allons essayer d'aborder, d'analyser un tout petit peu la tournée que vient de terminer le ministre rwandais des Affaires étrangères ici en Europe. Nous allons essayer de voir brièvement qu'est-ce qu'on peut attendre de cette visite, quelles sont les conclusions qu'on peut en tirer, ou alors vraiment les éléments essentiels qu'on peut tirer comme résultat de cette visite du ministre rwandais des Affaires étrangères. Et pour aborder tous ces points, j'ai un invité d'honneur que vous commencez à connaître sur le Radio Rumuri, et j'ai cité Monsieur l'ambassadeur Jean-Marie Vianney Ndagijimana. Monsieur l'ambassadeur Jean-Marie Vianney Ndagijimana, bonsoir. Bonsoir, Célestin, bonsoir. C'est un plaisir pour moi de vous rejoindre dans les studios de cette chaîne que nous avons depuis quelques 2 ans, je pense, essayé de mettre en place, mais tout l'honneur revient à vous, évidemment, à votre équipe de journalistes chevronnés qui avait vraiment transformé notre radio en chaîne internationale, si je puis dire ainsi. Donc, bravo, et c'est un plaisir de vous rejoindre pour une soirée comme ça. Voilà. Donc, sans trop tarder, parce que j'aimerais quand même qu'on ait abordé, qu'on ait fait le survol de ces 3 sujets en maximum 1 heure pour que je puisse aborder les autres thèmes que j'ai préparés pour les émissions d'aujourd'hui. On va commencer justement par le tout premier point, à savoir le non-lieu requis contre l'armée française qui était accusée d'avoir abandonné certains des Tutsis, notamment dans la région de Bicestero. Sur cet élément, je peux me baser sur les articles qui sont apparus dans plusieurs revues, notamment Le Monde Afrique, notamment RTL, le groupe RTL Belgique, ici à Bruxelles. D'autres, il y a beaucoup de journaux, même RFI, France 24, BBC. Il y a tous les journaux, tous les grands médias de ce monde ont traité de ce sujet. Et le sujet que je vais essayer de m'inspirer, je le tire du journal Le Monde. On dit, donc, génocide au Rwanda.
un non-lieu requis contre l'armée française, accusée d'avoir abandonné des centaines de Tutsis. Donc, les 5 officiers généraux de l'opération turquoise n'ayant pas été mis en examen, la décision finale revient au juge d'instruction qui devrait ordonner un non-lieu. Donc, le parquet de Paris, il faut savoir que le parquet de Paris a requis un non-lieu général dans l'enquête sur l'inaction reprochée à l'armée française lors des massacres d'Obi-Cécero à la fin de juin 1994 pendant le génocide des Tutsis au Rwanda. Donc, cette décision finale, la décision finale revient désormais au juge d'instruction. Donc, les officiers généraux de l'opération turquoise visés par l'enquête n'ayant pas été mis en examen, les magistrats devraient logiquement ordonner un non-lieu, à moins qu'ils décident de relancer les investigations, comme réclamé récemment par les associations et des rescapés après la publication des rapports du CLERT, sur le rôle de la France au Rwanda. Donc, le parquet de Paris a considéré que je vais citer, n'a été établi aucune aide ou assistance des forces militaires françaises lors de la commission d'exaction, aucune adhésion de ces derniers au projet criminel poursuivi par les forces génocidaires, ni aucune obstention d'intervenir face à des crimes constitutifs d'un génocide ou de crimes contre l'humanité en vertu d'un accord antérieur. Ça, c'est ce qu'a expliqué le procureur de la République de Paris, Rémi Heitz, dans un communiqué. Donc, au terme de ces réquisitions de 386 pages, donc le parquet n'écarte pas la possibilité que la non-intervention des militaires soit constitutive d'une non-assistance à personne en péril, mais conclut que cet éventuel délit est, quoi qu'il en soit, prescrit. Alors, donc, après cette décision, justement, cette décision a été accueillie différemment. On va essayer de l'analyser justement avec mon invité aujourd'hui. Mais il y en a certaines organisations qui ont dit que c'est un déni de justice. Donc, ce réquisitoire est navrant et affligeant juridiquement. C'est ce qu'a déclaré Éric Plouvier, l'avocat de Survie, dénonçant un déni de justice. Donc, rappelons que depuis 2005, les associations Survie, Ibuka, FIDH et 6 rescapés d'Obi-Cécero accusent la force turquoise déployée au Rwanda sous mandat de l'Organisation des Nations Unies pour faire cesser les massacres, d'avoir sciemment abandonné aux génocidaires pendant 3 jours des centaines de Tutsis réfugiés dans les collines d'Obi-Cécero, dans l'ouest du pays, selon l'ONU. On fait remarquer évidemment que selon l'ONU, les massacres ont fait plus de 800 000 morts entre avril et juillet 1994, essentiellement au sein de la minorité Tutsi. Donc, monsieur l'ambassadeur, permettez-moi encore de vous remercier pour votre disponibilité pour nous aider à analyser ce sujet qui est toujours vraiment sujet à polémique. C'est un sujet qui suscite une certaine polémique au sein de la communauté rwandaise, suivant de quel bord on est. Si on est du côté des Hutus, des Tutsis, ça, c'est un sujet. Le sujet qui concerne toujours le génocide, ou alors surtout le rôle des Français, pour vraiment bien nous centrer sur ce thème d'aujourd'hui. On a des points de vue divergents sur le soi-disant rôle des Français. Et faisons remarquer aussi que nous avons fait d'autres émissions à propos de ce rapport qui vient d'être sorti justement. C'était la dernière fois que nous constations que c'était un rapport qui était plutôt politique que historique. Mais n'empêche que certaines personnes, certaines organisations, notamment Survie, disent que le fait d'avoir fait son non-lieu, d'avoir requis son non-lieu, constitue un déni de justice. Est-ce que vous, de votre côté, monsieur l'ambassadeur, comment avez-vous accueilli cette décision? Et surtout, qu'est-ce que cela implique réellement? Parce que les gens peuvent confondre la France en tant que pays, en tant qu'État, et la turquoise, ou alors ces 5 militaires qui étaient mis en accusation, qui n'étaient même pas en fait sur le banc des accusés, mais qui ont été cités nommément. Mais essayez de nous démêler, vraiment de nous expliquer de quoi
cette affaire retourne, monsieur l'ambassadeur? Je vous remercie. D'abord, je précise que je n'étais pas à Vicecero, même si j'ai quand même, depuis le temps que cette affaire est sur la place publique, j'ai essayé d'en savoir plus. J'ai essayé d'en savoir plus auprès des personnes concernées elles-mêmes, hein, mais aussi auprès de certaines personnalités rwandaises originaires de Vicecero précisément, pour savoir vraiment ce qu'il en a été. J'en ai discuté assez régulièrement avec un ancien militaire du FPR originaire de Vicecero qui a perdu une partie de sa famille. Hein. Et je crois que, d'abord, Survie, vous savez qui c'est? Survie, c'est une association dont le président était conseiller de Kagame et de Bizimungu à partir de juillet 1994. Donc, c'est une association qui est très mêlée, qui est très, très impliquée dans tout ce qui se passe au Rwanda depuis avant même 1994. Mais ça ne le disqualifie pas. Ils ont le droit de chercher à en savoir un peu plus, mais à s'impliquer autant, y compris jusqu'à prendre la place pratiquement des associations rwandaises des victimes. C'est un peu aller au-delà du raisonnable, surtout qu'ils connaissent la vérité. Alors, dans les faits, ce que moi, on m'a dit, de quoi s'agit-il en fait? Vous savez, à partir du 22-23, les troupes, les forces turquoises ont pénétré au Rwanda, juin, je veux dire, hein, 23 juin 1994. Il y en a qui sont venus par le nord, à partir de Goma, Gisenyi, jusqu'à Kibuye. Il y en a d'autres qui sont passés par le pont de Rusizi 1 à Kyangougou, dans un terrain qu'ils ne connaissaient pas. La plupart de ces braves soldats officiers ne connaissaient pas le Rwanda. Quelques-uns, oui, pourraient y avoir servi avant, mais la plupart ne savaient pas, ne connaissaient pas. Et donc, il semble que une partie de ces militaires, je pense que c'était une escorte de 2 jeeps, hein, je pense, qui, en passant du côté de Vicecero, ont été arrêtés par des Rwandais qui leur disaient, écoutez, venez en aide, on a appris que vous venez ici pour sauver les Tutsis, c'est le moment ou jamais, parce que derrière cette colline, il y a des Tutsis qui se font massacrer par des Hutus, les Interahamwe. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez ces montagnes-là, quand vous êtes à l'endroit précis sur la route où les rescapés Tutsis ont essayé d'arrêter, de demander l'assistance de Turquoise, vous ne voyez pas ce qui se passe derrière. Or, c'était la première, c'était en fait le premier passage des militaires français qui ne connaissaient pas les lieux. Ils n'étaient pas nombreux, ils n'avaient pas les moyens de pouvoir faire quelque opération que ce soit. Et de toute façon, ils n'avaient pas l'ordre de le faire, ni l'autorisation de le faire. L'objectif, c'était des militaires. Hein, les militaires ne font pas ce qu'ils veulent. On leur demande d'aller à tel endroit, de prendre position, d'obtenir la logistique nécessaire avant d'engager quelque action que ce soit. Et c'est ce qui s'est passé. Imaginez-vous s'ils avaient abandonné leur véhicule là-bas, sur la route, qu'ils se sont aventurés derrière et qu'ils aient été massacrés, ou qu'ils aient tout simplement commis des erreurs irréparables sur un terrain dont ils ne connaissaient ni les auteurs, parce que les Rwandais qui les appelaient, qui les arrêtaient sur la route, ils ne savaient pas qui c'était, juste disant, nous sommes des rescapés et venez en aide. Mais pour la première prise de contact, il est tout à fait normal qu'ils ne se soient pas arrêtés. Ils ont dit, écoutez, restez là, nous allons prendre les ordres de nos supérieurs, nous allons à l'adresse qu'on nous a donnée pour prendre pied et commencer les opérations, et nous revenons vers vous. Et c'est ce qui s'est passé, ils sont revenus je pense, 24 heures ou 48 heures plus tard. Effectivement, ils ont fait leur travail, mais il y a des Tutsis qui avaient disparu entre-temps, qui avaient été massacrés. Certains disent que sur le terrain à Vicecero, il y avait des militaires du Front patriotique rwandais de Paul Kagame. Je ne le sais pas, et de toute façon, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que Turquoise est accusé de n'avoir pas porté secours à ces Tutsis, qu'un certain nombre a été massacré, et même si les soldats de Turquoise ont pu en sauver certains. Alors, donc, il y a 2 volets dans cette plainte contre
les officiers de turquoise. Il y a le volet 1, non-assistance à personne en danger. C'est une infraction normale qui, en droit, que ce soit rwandais ou ici, est arrivé à... Il y a une... comment vous avez dit là? Je ne vous entends pas. On dit justement, on dit que de toute façon, il y a prescription. Ça, c'est sur le premier volet, justement. Il y a prescription. Celui dont vous parlez justement de non-assistance en personne en péril. Voilà, pour ça, il y a prescription, donc il n'est plus possible de mener quelque action que ce soit. Le deuxième volet, c'est que ce faisant, le fait de ne pas être intervenu à temps, de n'avoir pas accédé à la demande des rescapés qui étaient au bord de la route, cela constituerait pour Survie et les autres associations, que ça constituerait une complicité ou une assistance à commettre le génocide, que ce faisant, par cette abstention, en fait, ils auraient aidé les Interahamwe à massacrer les Tutsis. Et c'est là aussi qu'il n'y a pas de lien du tout. Les faits, il ne suffit pas de dire il y a eu ceci, il y a eu cela. Non, il faut prouver le lien, il faut prouver qu'il y a eu un lien de cause à effet. Il faut prouver d'abord que les faits ont été ceux-là. Et c'est sur ce dernier volet, donc, qu'il y a un non-lieu qui est requis par le parquet de Paris. Il est requis, il n'est pas décidé, parce que le parquet ou le procureur ne décide pas. Soit il décide de mettre en examen, de poursuivre, ou alors il demande un non-lieu, mais il ne décide pas qu'il y a un non-lieu. Donc, pour l'instant, disons qu'il n'y a pas de décision en matière de non-lieu, le dossier n'est pas classé. Le dossier n'est pas classé et le juge peut effectivement décider de revoir l'ensemble du dossier parce que c'est la demande de Survie, l'association Survie et des autres associations qui sont intervenues comme plaignantes ou parties civiles. Mais c'est aussi une demande qui est souvent suivie plutôt d'abandon, de poursuite. Parce que dès que le parquet reconnaît qu'il n'y a pas de fait, qu'il n'a pas d'éléments pour poursuivre, on ne voit pas sur quelle base le juge le ferait. Sauf si vraiment il prend l'initiative de le faire, mais alors là, il prend beaucoup de responsabilités. Il faut qu'il ait les éléments nécessaires pour pouvoir engager des poursuites et éventuellement décider de poursuites, justement. Mais ce qui peut se faire, c'est quoi? Ce qui peut se faire, d'ailleurs, c'est l'alternative que moi j'entrevois, le juge va prononcer un non-lieu. C'est quasiment sûr. C'est quasiment sûr. Du moment que le parquet recommande et requiert un non-lieu, le juge suivra très probablement la proposition du parquet. Et c'est en ce moment-là que, face à cette décision, là aussi, il y a un choix qui appartient à ces associations qui ont porté plainte. Soit elles décident de s'arrêter là, de ne plus demander la poursuite la poursuite, quoi, ou alors elles décident, comme je le pense, quand on voit l'insistance depuis quelques années qu'elles sont là quand même, moi je pense qu'elles vont décider de faire recours contre la décision de non-lieu. L'objectif, ce n'est pas vraiment d'avoir un jour la vérité comme ils la voient. Ils savent bien qu'il n'y a pas d'affaire. Ils savent bien que les troupes, les militaires français se sont comportés tout à fait normalement comme des militaires qui arrivaient dans un lieu inconnu, qui ont dû prendre position et qui ne se sont pas lancés à l'aventure comme ça. Parce qu'il y a aussi la vie de ces militaires qu'il faut préserver. On ne peut pas aller derrière les collines, les montagnes de Bicêtre sans savoir où on va et sans mission surtout. Et je rappelle que les moyens de communication en ce moment-là n'étaient pas apparemment entre ce groupe de militaires qui étaient de passage à Bicêtre et leurs états-majors, leurs supérieurs. Apparemment, la communication n'a pas été très, très bonne. Ça passait très mal. Eh bien, donc, pour moi, il y aura une décision de non-lieu, je pense,
et il y aura un recours de la part de Survie et de ses collègues. L'objectif, c'est tout simplement de maintenir la pression sur la France et sur les militaires de Turquoise. Ils savent bien qu'ils n'ont pas fait que les militaires de Turquoise n'ont jamais aidé les Interahamwe. Au contraire, ils savent bien que Turquoise a sauvé des dizaines de milliers de vies humaines, notamment des Tutsis, mais aussi des Hutus qui étaient sous la menace des Interahamwe et des autres, et même ceux qui étaient poursuivis par le FPR. Ils savent bien tout ça. Mais eux, ils vont, je pense, demander que les poursuites continuent pour faire pression, pour maintenir la pression sur la France dans ce dossier. C'est ça l'objectif. Ben, justement, en parlant d'oppression ou en parlant d'exercer une certaine pression sur la France, nous venons d'assister justement récemment à la publication de 2 rapports. Un rapport fait par des historiens français et qui a été directement suivi par un autre, diligenté par le gouvernement rwandais avec l'aide des États-Unis d'Amérique, parce que c'est la société américaine qui a fait ce deuxième rapport. Le rapport, d'ailleurs, je pense qu'on va y toucher un mot tout à l'heure avec un autre sujet qu'on va aborder, où on voit que c'est un rapport qui est visé justement à normaliser les relations entre le Rwanda et la France. Est-ce que vous pensez que, d'ailleurs, en parlant de son non-lieu, j'ai pensé à un autre non-lieu, justement, qui avait été, celui-là, carrément prononcé, contre, justement, c'est le non-lieu contre l'enquête qui avait été diligentée, ou alors qui avait été menée contre les auteurs présumés de l'attentat contre l'avion du président Juvenal Habyarimana et son homologue burundais, Cyprien Ntaryamira. Celui-là aussi, cette enquête aussi a été, le parquet aussi a requis un non-lieu, et d'ailleurs les tribunaux l'ont suivi. Est-ce que vous pensez que c'est, d'un côté, on décide de ne pas poursuivre les auteurs présumés, je précise, de l'attentat contre l'avion de Habyarimana, mais de l'autre côté aussi, on décide de ne pas poursuivre les militaires qui étaient soupçonnés d'avoir aidé ou alors d'avoir abandonné, de n'avoir pas porté assistance aux Tutsis qui étaient sous la menace d'Interahamwe. Vous pensez que ces deux non-lieux auraient un rapport, monsieur l'ambassadeur, lorsque vous analysez la situation, j'allais dire, politico-juridique de ces relations rwando-françaises, vous franco-rwandaises, monsieur l'ambassadeur? Comment vous faites de lien entre ces non-lieux qui se prononcent l'un après l'autre, ces différents rapports qui sortent l'un après l'autre? Comment est-ce que vous envisagez cette situation? Vous la voyez, comment vous analysez cette situation, monsieur l'ambassadeur? Écoutez, moi, je préfère ne pas établir de lien entre 2 affaires qui ne sont pas liées du tout. Hein. L'attentat, c'était le 6 avril 1994. Et l'affaire Bisesero, c'était fin juin, en fait. C'était fin juin 1994 et il n'y a pas de rapport entre les deux. Il n'y a pas de rapport juridiquement parlant, on ne peut pas associer les deux, sauf que d'un côté, il y a des victimes, les victimes de l'attentat du 6 avril, et il y a un gouvernement actuel en place au Rwanda qui est constitué des principaux auteurs de cet attentat. Alors qu'à Bisesero, il y a aussi des victimes civiles, des paysans, des paysannes, nos papas, nos mamans qui sont mortes, qui ont été assassinés par des personnes là aussi identifiables, hein, un groupe qui s'appelait Interahamwe et les suiveurs de ce groupe, mais qui, eux, appartiennent au camp des vaincus. Sauf que derrière, on veut faire jouer aussi la proximité plutôt la présence des militaires français dans la zone en cette période. Mais je pense vraiment que, et je fais confiance d'ailleurs à la justice française pour ne pas tomber dans ce piège. La justice, ce n'est pas une affaire de marchandage. Ce serait très grave s'il y avait un marchandage politique entre le gouvernement rwandais et le gouvernement français sur 2 affaires qui n'ont rien à voir avec la politique. C'est des affaires judiciaires. C'est des affaires judiciaires. Ce serait très, très dommage. Ça veut dire que si jamais ça arrivait, véritablement, la France serait devenue une république bananière.
si jamais on nous dit qu'il y a un marchandage de ce côté-là, c'est que la France ne serait plus la France. C'est mon point de vue, puisque vous m'avez demandé mon point de vue. Je crois beaucoup à la justice française. Je crois d'ailleurs que c'est un des garde-fous qui résistent encore au vent de la repentance éternelle. Et je pense que la justice française saura résister à cette pression. On ne peut pas mettre tous ces dossiers-là dans le même sac. C'est impensable. C'est impensable. Oui. Bon, n'empêche quand même que certains ont vu, constaté que le rapport qui vient d'être présenté au président français, qui avait déjà été commandité par le président Macron, il y a certains quand même qui l'ont qualifié plutôt de rapport plutôt politique que historique. Là, ça ne m'étonne pas, voyez-vous, Célestin, oui, parce que là, c'est des historiens, c'est des professeurs, ce n'est pas des juges. Oui, oui, oui. Donc, moi, je parle de la justice, l'indépendance de la justice. Il est évident que les historiens qui ont établi ce rapport, je ne vais pas jusqu'à dire qu'ils ne sont pas indépendants, mais en tout cas, ils ne sont pas neutres. Il faut voir comment ils traitent ce dossier avec beaucoup de complaisance. Ils font tout, même dans les déclarations du président notamment. Ils font tout pour vraiment faire plaisir à Kigali, à Kagame, y compris à affirmer des choses invraisemblables, par le président de cette commission. Donc, on ne peut pas. Un juge français, je crois qu'il n'osera jamais prononcer les paroles dites par M. Duclercq. Voilà. Justement, en parlant de ce rapport, monsieur le ministre des Affaires étrangères rwandais, monsieur Vincent Biruta, vient de faire une tournée ici en Europe, et notamment ici en Belgique. Il était récemment en Belgique où il a été ouvrir, on va dire, un consulat rwandais dans une des grandes villes ici à Bruxelles, à Anvers. Et ici, il a accordé une entrevue à un grand journal de chez vous en France, France 24. Je vais vous faire entendre un court extrait de cette interview et puis on va en discuter. On ne va pas écouter toute l'interview parce qu'elle est de quelques 10 minutes, c'est trop long. On va faire 2-3 minutes et puis on va en discuter après. Je vais vous laisser écouter ça. Il y a quelques semaines, une commission d'historiens français a rendu un rapport au président Macron. Ce rapport évoque les responsabilités, je cite, lourdes et accablantes de Paris dans le génocide des Tutsis en 1994 dans votre pays, tout en écartant la complicité de Paris dans ce génocide. Le rapport a été salué par le président Kagame. Alors, on a longtemps entendu les autorités rwandaises accuser Paris de complicité de génocide, voire même d'y avoir participé. En 2014, par exemple, Paul Kagame avait dénoncé non seulement, je le cite, le rôle direct de la France dans la préparation politique du génocide, mais aussi la participation de la France à son exécution même. Est-ce que vous avez changé d'avis sur le rôle de la France en 1994? Laissez-moi d'abord vous dire que nous avons salué le rapport de la commission Duclercq, que nous avons jugé être un pas important dans la bonne direction, c'est-à-dire dans la reconnaissance des responsabilités de la France dans le génocide des Tutsis en 1994 au Rwanda. Il y a eu des responsabilités qui ont été établies sur base d'analyse des archives qui ont été rendues accessibles. Mais ça ne veut pas dire que tout est dit sur son passé, parce qu'il y a des archives qui restent encore à être mises à la disposition des chercheurs. Et l'essentiel est là. Les responsabilités lourdes et accablantes ont été établies. Tout le reste, c'est ce qui s'est dit dans le passé, ce qui peut se dire encore aujourd'hui ou demain. C'est sur base d'une certaine réalité qui a été reconnue. Et il y a des mots différents qui peuvent être utilisés et reconnaissons tout simplement que ce rapport est une contribution importante à l'histoire et ce rapport n'a pas été fait pour prouver ou contredire ce qui avait été dit par l'un ou l'autre. Et vous savez qu'après ce rapport, le Rwanda aussi a produit un autre rapport d'une commission que
le gouvernement rwandais avait mis en place et qui a conclu à presque la même chose. Et ces deux rapports convergent. Il y a certainement des différences, et notamment basées sur le fait que le rapport du gouvernement rwandais va au-delà de 1994. Et nous perdons pas de la sémantique, de savoir quel mot exact il faut utiliser ici ou là. La complicité, c'est une notion de droit, ce que je comprends. Et les uns ou les autres pourront toujours, il y a complicité quand même. Même maintenant dans les débats, il y en a qui disent ça. Mais reconnaissons la valeur de ce rapport du CREI, parce que c'est la question que vous avez posée. C'est une contribution importante à la compréhension du passé des relations entre le Rwanda et la France. Et on peut construire là-dessus pour construire un avenir. Une nouvelle page, vraiment. De ce qui s'est passé, oui. Oui, absolument. Nous pensons qu'il y a une opportunité d'ouvrir une nouvelle page, et ça demandera évidemment la volonté des deux parties. Mais en ce qui concerne le Rwanda, nous sommes disposés à ouvrir cette nouvelle page avec la France. Mais voilà, donc je vous avais dit qu'on va seulement écouter un court extrait de cette interview où vous entendez le ministre rwandais des Affaires étrangères préciser vraiment que ce rapport, d'ailleurs, qui a été directement suivi par un autre, commandité par justement le Rwanda, et les deux rapports, il précise bien que les deux rapports arrivent quasiment aux mêmes conclusions, c'est-à-dire que c'est comme si ils ont accordé leur point de vue sur on va dire, le rôle de la France dans ce qui s'est passé au Rwanda, que vraiment le gouvernement rwandais, le gouvernement français ont en quelque sorte accordé leur point de vue, et surtout qu'ils vont jeter une nouvelle base pour les relations franco-rwandaises. Est-ce que vous, qui avez suivi certainement la visite de M. Vincent Biruta, qui est votre successeur justement, parce que vous avez été dans ce siège justement, dans ce fauteuil de ministre des Affaires étrangères, qu'est-ce que vous escomptez, qu'est-ce que vous espérez, quel est le résultat de cette tournée qu'il vient de faire ici en Europe, vous qui êtes diplomate, il faut le dire, parce que vous avez été ambassadeur, vous avez été ministre des Affaires étrangères. Donc, quand vous observez cette visite, elle a quel rôle? Et surtout, si vous basez dans cette interview, vous pensez que le Rwanda est en train de marquer des points on va dire sur le plan international, en sorte que son point de vue va vraiment essayer de dominer au niveau européen? Écoutez, la première chose que je vais dire, c'est de m'étonner de l'attitude. J'ai regardé au moins 2 fois, 3 fois cette émission, cette interview à la télévision. Le ministre Biruta, je ne l'ai jamais vu aussi conquérant, quoi. Il était conquérant, il était vraiment arrogant. Le journaliste se démenait dans des questions futiles. Est-ce que vous avez ceci? Est-ce qu'il y a cela? Est-ce qu'il y a cela? Et M. Biruta était là, dans son siège, presque sur un trône, où il était vraiment dominant. Il a dominé le journaliste. Et là, je le félicite. Je sais parfois reconnaître les bonnes attitudes. Il a été un ministre conquérant dans cette émission, sauf qu'évidemment, son discours est, comme d'habitude, trouvé de mensonges. Mais au moins, on a compris ce que recherche Kigali. La première chose que recherche Kigali, c'est que, à travers la première réponse, il dit c'est dans la bonne direction. Et ensuite, de préciser que la bonne direction, c'est de démontrer les responsabilités de la France dans le génocide. C'est dans la même phrase. Donc, ceux qui, en France, croient que la reprise des relations va aboutir à blanchir la France, à relancer la coopération et les bons rapports entre les deux pays, ils se trompent. C'est des naïfs qui croient que Kigali va lâcher le morceau, que Kigali va dire « Ok, on est gentil, on vous laisse ». Non, ce sera une pression permanente jusqu'à ce que le FPR quitte le pouvoir. C'est la seule branche sur laquelle le Front patriotique rwandais s'accroche pour ne pas justement lui-même être accusé de génocide et de complicité de génocide. Parce que, pour revenir à Bisesero,
on l'a dit, c'est fin juin 1994. Le FPR a pris le pouvoir, a pris la capitale le 4 juillet, c'est-à-dire 10 jours après. Vous comprenez? Oui. Mais entre-temps, du 7 avril 1994 au 27, 24, 25, 26, 27 juin 1994, il s'est écoulé 2 mois et demi. Dites-moi, puisqu'on parle de non-assistance à personne en danger, puisqu'on parle de retard de porter secours à ces populations qui se faisaient massacrer sur toutes les collines du Rwanda, enfin les collines occupées par la partie gouvernementale. Pourquoi il n'y a pas eu assistance? Pourquoi il y a eu ce retard? Il faut qu'on le dise. Moi, je pense que dans le procès de Paris, ce ne sont pas les officiers français qui devraient être à la barre. C'est Paul Kagame. Paul Kagame qui s'est opposé pendant tout ce temps-là, qui a combattu toute idée d'envoi de troupes au Rwanda pour arrêter le génocide, aux Nations Unies, partout. Mais ici, vous me faites penser aussi que si ma mémoire est bonne, vers fin mai, il y a eu carrément une délégation de YPR qui était à l'ONU, ou qui ont écrit carrément, nous avons des écrits, qui disent qu'il n'y a plus rien à sauver. Ce n'est pas en mai. Cette délégation, Célestin, la délégation était là déjà en juin. Oui. Parce que moi, j'étais à New York à la veille de la décision sur Turquoise. J'étais à New York, aux Nations Unies. En tant que citoyen, moi, je n'étais plus ambassadeur pour essayer d'influencer certaines personnes. Je vais vous dire, ces gens étaient déjà là. Gahima, Dusaidi, Mouligande qui était à Washington, mais qui venait aussi à New York pour épauler ses camarades. C'était une ambassade du FPR pratiquement. Et donc, eux, leur travail, c'était de tout faire pour que les Nations Unies n'interviennent pas au Rwanda. La lettre dont vous parlez, le courrier dont vous parlez, il date du 30 avril. Oui, justement, c'est ça. Ouais. C'est ça que je voulais dire. Donc, c'est avant juin. Donc, si bien sûr, là, on parle d'une lettre qui demandait aux Nations Unies et qui mettait les Nations Unies en garde en leur disant, écoutez, si vous envoyez des troupes, ce sera des troupes ennemies, nous allons tirer sur ces troupes-là. Restez où vous êtes, ne faites rien, parce que nous, on va arrêter le génocide bientôt. Il disait non, même pas. Il disait, il n'y a plus de Tutsis au Rwanda, donc ce n'est pas la peine d'intervenir. Et donc, cet écran de fumée qui met les militaires de Turquoise en avant pour dire ils ont refusé d'intervenir, non. C'est Paul Kagame et son armée, l'armée rebelle, qui ont empêché, qui ont refusé l'accélération de l'envoi des troupes des Nations Unies. Donc, s'il y a quelqu'un qui devrait être accusé de non-assistance à personne en danger et d'incitation à non-assistance, d'avoir retardé l'opération Turquoise et les autres, eh bien, c'est Paul Kagame lui-même. Je n'ai jamais entendu Survie dénoncer cette lettre du FPR. Jamais. Je n'ai jamais entendu la FIDH, SOS Racisme, Ibuka, dénoncer la lettre de Paul Kagame pour refuser l'intervention de la communauté internationale. C'est là qu'il y a problème. C'est là que la honte devrait en fait les garder dans leur coin pour qu'ils ne parlent plus du dossier rwandais. Survie en particulier ne devrait plus parler du Rwanda parce que Survie a beaucoup de responsabilités dans ce qui s'est passé chez nous. Survie est intervenu comme enquête. Ils ont fait une enquête début 93, soi-disant comme association neutre. Or, c'est une association qui travaillait déjà pour le FPR. Une année après, ils étaient dans les valises de Paul Kagame, en fait. M. Carbonard, qui était le président de Survie, était le conseiller du président Bizimungu. Je l'ai trouvé à Kigali, moi, fin juillet. Et de Kagame, on ne peut pas dire que en janvier 93, ils étaient neutres. Et une année après, ils étaient conseillers des nouveaux maîtres, le FPR. Ce n'est pas possible. Et en l'occurrence, donc, ne parlons plus de lycée Sello, mais c'était une parenthèse pour dire que ce n'est pas un dossier facile, ce n'est pas un dossier non plus à isoler du reste.
Donc, pour revenir aux déclarations du ministre Biruta, je crois qu'il a bien manœuvré. Il a bien manœuvré, mais ça devrait de ceux qui en France pensent avoir gagné la partie. Non, ce rapport du clerc, il va retomber sur la face et sur la tête de tous ceux qui croient en lui comme un boomerang. C'est un rapport qui contient des faussetés. C'est un rapport partial, puisque M. Duclerc, dans la presse, il parle de l'ancien régime Habyarimana comme d'un régime raciste, ceci, cela, des choses qui n'ont vraiment aucun sens dans le contexte de l'époque. Et il est partiel surtout parce que, encore une fois, ce rapport a refusé d'écouter beaucoup de témoins, des témoins qui étaient des acteurs de premier plan en 1994 et avant 1994. La dernière fois, je vous ai raconté comment, malgré mes suppliques, malgré ma demande pressante, M. Duclerc a refusé de m'auditionner. Alors qu'il a auditionné un ancien capitaine français qui aujourd'hui s'est transformé en pourfendeur de son pays, en pourfendeur de Turquoise, alors qu'il était lui-même membre de Turquoise, alors qu'il avait fait un rapport élogieux de Turquoise. Il a reçu, M. Duclerc a reçu Tom Ndahiro. Tom Ndahiro qui est le grand propagandiste de Kagame, qui n'était pas au Rwanda, qui n'est pas un rescapé du génocide. Tom Ndahiro est un Rwandais qui est venu de Tanzanie et qui était tanzanien. Mais comme il est entre-temps devenu, passé en tout cas, patron de la propagande de Kagame, le conseiller de Kagame à la présidence, eh bien, il a été reçu. Et dans une interview qu'il a donnée à Kigali, à la télévision nationale, il a dit qu'il avait rencontré Duclerc, que tout s'était bien passé et qu'on lui avait promis de sortir un bon rapport. En somme, si je traduis du Kinyarwanda de Tom Ndahiro. Donc là, déjà, on comprend que est-ce que Duclerc a vraiment promis à Tom Ndahiro un rapport allant dans ce sens? Est-ce que c'était une façon de Tom Ndahiro de se valoriser devant le public rwandais pour dire, voilà, j'ai fait mon travail, on aura un bon rapport? Tout ça n'est pas pour rassurer des gens comme nous qui avons lu ce rapport et qui n'avons pas réussi à le comprendre, parce qu'il y a beaucoup de méconnaissance de la réalité, mais il y a aussi beaucoup de transformations, de choses qui ont été présentées avec une simplification presque enfantine, vraiment. Ça montre en tout cas qu'ils ne connaissent pas et qu'ils ne comprendront de toute façon jamais les réalités du Rwanda. Je vous remercie, Monsieur l'ambassadeur, de cette analyse. Juste une toute dernière question à propos de cette visite. Nous avons entendu Monsieur le ministre qui disait que ce n'est qu'un pas, parce qu'il a dit qu'il y a d'autres dossiers qui sont toujours, on va dire, couverts, qui ne sont pas encore mis en public. Il dit qu'il y a d'autres révélations qu'on va découvrir et qui peut-être vont continuer, peut-être comme vous le disiez tout à l'heure, qui ont continué à pousser le gouvernement rwandais à continuer d'enfoncer carrément son adversaire. Oui, c'est le mot, hein, jusqu'à ce qu'il soit vraiment acculé à reconnaître. Parce qu'il y a une fois, une question, on n'a pas écouté l'intégralité de cette interview. À un certain moment, le journaliste lui a dit, est-ce que, parce que on dit que M. Macron devrait se rendre au Rwanda d'ici quelques jours, quelques mois, je ne sais pas, et même le président du Rwanda, Paul Kagame, devrait venir visiter la France ce mois-ci, le mois de mai, mais et le journaliste lui a demandé, est-ce que vous continuez à exiger que la France demande pardon aux Rwandais, comme l'a déjà fait la Belgique, les États-Unis et d'autres, l'ONU et toutes les organisations. Là, vraiment, vous voyez qu'ils veulent jusqu'à... J'ai l'impression, est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement rwandais veut aller jusqu'à ce que, jusqu'à faire plier la France, jusqu'à ce que la France s'agenouille devant le gouvernement rwandais pour demander pardon? Vous pensez que c'est vers là que ça tend, que toutes ces manœuvres, monsieur l'ambassadeur? Bien, moi, je vais vous dire que c'est l'objectif affiché, en fait. Ils veulent vraiment mettre la France à genoux devant le Rwanda, devant cette équipe au pouvoir au Rwanda, une équipe de criminels hein, qui ont provoqué le génocide des Tutsis, qui y ont participé d'une certaine manière en envoyant des
des escadrons, des techniciens parader sur les barrières avec les Interahamwe, pendant qu'ils massacraient des milliers de Hutus hein, dans leur zone, hein, la zone du FPR, eh bien, l'objectif affiché, c'est de se laver de tout cela pour mettre la France à genoux. Et moi, j'ai l'impression qu'ils ont flairé un filon quelque part. Ils ont compris peut-être que, après tout, les gens au pouvoir aujourd'hui en France, ce n'est pas des grands connaisseurs du dossier rwandais. Pour la plupart, ce sont des jeunes qui ont entendu parler du Rwanda, qui à l'époque avaient 10, 15 ans, moins de 10 ans. Et donc, le Rwanda a flairé ils croient, et je pense qu'ils ont raison, d'avoir trouvé un filon qui peut leur permettre de réussir leur coup, parce que c'est un grand coup qu'ils veulent réussir. Vous savez, une petite parenthèse, il y a je pense un mois peut-être, ou un peu plus, j'ai suivi des explications données par Madame Louise Mshitiwa, la patronne de l'EIF, la francophonie. Elle expliquait pourquoi et dans quelle démarche, selon quelle démarche elle avait proposé d'inclure le mot « techniquer » dans le nouveau Larousse. Elle a essayé de donner un sens, une signification, une définition de techniquer. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que techniquer, en fait, selon Mme Mshitiwa, c'est utiliser des moyens fallacieux pour arriver à son objectif ou transformer une réalité donnée. En tout cas, c'est le sens qu'on donne à ce mot. Ça vient de technique et ils en ont fait un verbe, techniquer. Donc là, le Rwanda est en train de techniquer, mais alors à grand renfort de moyens financiers, de moyens psychologiques, de la propagande, de la presse. Tout est mis dans ce dossier pour que la France se mette à genoux et demande pardon et qu'elle soit dans la repentance perpétuelle et que la France accepte de s'enduire de sang et de se faire fouetter chaque fois pour avoir combattu le FPR, en fait, parce que c'est ça la vérité. Pour avoir envoyé des troupes en 90 et qui ont empêché le FPR de prendre le pouvoir dans les 2 mois comme il l'avait promis. Et donc, je pense sincèrement qu'ils ne vont peut-être pas y arriver. Parce que nous avons certes un jeune président, mais un jeune président qui comprend vite les choses. Moi, je crois que le président Macron ne va pas accepter d'aller se mettre à genoux. Si Sarkozy ne l'a pas fait, qui le premier a reconnu une erreur ou des erreurs d'appréciation, sauf qu'il n'a jamais désigné ses erreurs. Rappelez-vous, en 2010, lorsque M. Sarkozy, le président de l'époque, est revenu du Rwanda, après vraiment avoir été humilié, hein, je vois encore les images à Kigali, hein. Eh bien, le premier qui lui a demandé des explications, c'est Alain Juppé. Il lui a dit, mais Monsieur le Président, on veut bien que vous ayez parlé d'erreurs, mais de quelles erreurs parlez-vous? De quelles erreurs? Même l'ancien ministre des Affaires étrangères, Bernard Kouchner, qui a fait un déplacement au Rwanda et qui a été sommé par l'association Ibuka et d'autres associations des rescapés du génocide des Tutsis, qui a été sommé d'avouer que l'armée française avait participé et contribué, ou en tout cas à la planification et à la commission de ce génocide. Eh bien, Kouchner, qui avait le couteau à la gorge, il a refusé de le reconnaître. Et c'est dire, parce que Kouchner, s'il y a un Français proche de Kagame, le plus proche des proches de Kagame, c'est bien Bernard Kouchner. J'en sais quelque chose. Eh bien, Bernard Kouchner a dit, à l'époque, alors qu'il était ministre des Affaires étrangères, hein, il a dit non, 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 parlez de tout sauf de ça. Notre armée n'a jamais pris part à ce génocide. Notre armée a sauvé des vies humaines. Elle a été envoyée au Rwanda par les Nations Unies pour arrêter le génocide dans la partie qu'elle contrôlait, notre armée donc, qu'elle contrôlait.
mais elle n'a jamais commis des actes que vous voulez lui mettre sur le dos. Eh bien, quand Kouchner a quitté le Rwanda, il a été suivi de colibé, il a été traité de négationniste, il a été traité de tous les noms. Kouchner, Bernard Kouchner, traité de négationniste par Ibuka. J'ai encore tous les documents, tous les communiqués. Et donc, je pense vraiment, à mon humble avis, si je devais donner un conseil à M. Macron, au président de la République actuelle, eh bien, c'est de ne pas dépasser la ligne que n'a pas osé franchir Bernard Kouchner. Si Bernard Kouchner n'a pas franchi cette ligne, ce n'est pas Emmanuel Macron qui va le faire. J'espère bien. Et de toute façon, le président dispose de tous les éléments. Même s'il il donne l'impression de lâcher du lest, il donne l'impression d'ouvrir un peu pour laisser passer le vent, mais il sait où il ne peut pas, il connaît la ligne rouge. On n'accuse pas l'armée française de génocide. On ne reconnaît pas des responsabilités qui ne sont pas celles de la France. Moi, je ne suis pas l'avocat de la France, mais les 30 ans que je viens de passer dans ce pays m'ont convaincu que la France est une grande république, que la France peut donner l'impression, effectivement, de se laisser battre, de se laisser... Vous savez, j'ai déjà utilisé l'expression diplomatie masochiste. C'est l'impression que parfois j'ai quand je vois certains responsables français qui se glorifient, en fait, d'être battus du matin au soir, d'être flagellés par Paul Kagame, qui donnent l'impression d'en être contents, d'en être satisfaits. Mais il y a une ligne rouge qu'on ne peut pas dépasser. Et si quelqu'un la dépasse, eh bien, cette personne-là aura pris des responsabilités énormes sur le plan politique. Elle aura insulté l'avenir de ce pays. Moi, c'est mon avis. Voilà, je vous remercie de toutes ces analyses. Et abordons maintenant le tout dernier point. J'avais espéré qu'on aurait eu le temps pour justement toucher un mot à propos de la francophonie avec sa secrétaire générale, Mme Lise Mouchikiwa, mais je ne crois pas qu'on aura le temps. J'aimerais quand même aborder brièvement le dernier point parce qu'il y a une autre émission qui nous attend derrière, qui concerne la plainte de Charles Onana contre les médias publics français. Donc, Charles Onana, c'est quelqu'un qu'on ne présente plus ici à la radio Lumuri. C'est quelqu'un qui, depuis des décennies, est en train de faire des recherches. Il a fait des recherches sur ce qui s'est passé dans notre pays, le Rwanda. L'année passée, par exemple, il a publié Rwanda, Vérité sur l'opération turquoise, le livre chaque fois qu'il publie un livre sur le Rwanda, évidemment, ça lui apporte tout un lot d'insultes, le traite de négationniste, de minimisation du génocide contre les Tutsis. Et ici, cette année, donc au moment où où nous commémorons justement le génocide contre les Tutsis, et nous, à la radio Lumuri, on commémore, on célèbre la mémoire de toutes les victimes des tueries qui ont eu lieu au Rwanda pendant justement la guerre de 1990 jusque même à nos jours. D'ailleurs, lorsqu'il y a des tués, nous ne cessons pas de les dénoncer. Et ici, justement, cette année, il vient de publier, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, enquête sur un attentat. Je ne sais pas si vous le voyez, je le mets devant la caméra. Enquête sur un attentat, enquête au pluriel. Enquête sur un attentat, Rwanda, 6 avril 1994, 25 ans d'investigation pour un non-lieu. C'est justement, on en a touché un mot tout à l'heure à propos de son non-lieu contre cet attentat. Mais M. Charles Onana vient de franchir un autre pas qui, à mon avis, va être un peu décisif parce que à chaque fois qu'il sort un livre, on le traite de tous les noms, comme je l'ai dit, mais surtout, c'est comme si tous les médias publics français se sont ligués pour lui barrer la route, pour ne pas lui accorder la parole, pour ne pas le laisser au moins exprimer le résultat de ses recherches. C'est 25 ans d'investigation quand même, c'est pas rien. Pourquoi est-ce qu'on ne lui donne pas la chance de pouvoir dire cette autre vision des choses, cette autre version de ce qui s'est passé réellement au Rwanda? C'est comme si les médias français, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'étaient vraiment ligués, s'étaient vraiment mis d'accord pour ne répéter que la doxa rwandaise qui vraiment qui donne une partie une version
j'allais dire, faussée de la vérité sur ce qui s'est passé au Rwanda. Alors, M. Charles n'a pas voulu vraiment continuer à observer cet état de choses. Il a décidé de porter plainte, notamment contre les médias, les grands médias publics français, Le Monde, France 24, et même une certaine Marie-Christine Saragosse. Donc, il a vraiment porté plainte et on ne sait pas où ça va aboutir, monsieur l'ambassadeur. J'aimerais quand même avoir votre point de vue de ce pas qu'a décidé de franchir monsieur Charles Onana, de porter plainte contre ces médias. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, monsieur l'ambassadeur? Merci beaucoup. D'abord, je félicite Charles Onana d'avoir franchi le pas de, cette fois-ci vers la recherche de la vérité et surtout la lutte contre la censure non déclarée. Une censure qui est pernicieuse, mais qui est très, très efficace. J'ai déjà, à plusieurs reprises avec Charles Onana, nous avons déjà eu des problèmes avec la presse. Nous avons déjà été délogés de salles où nous devions faire des conférences ensemble. Donc, il ne s'agit pas en fait de Charles Onana. Il ne s'agit pas que du seul Charles Onana. C'est un phénomène qui est en France, et là aussi, il a très, très bien fait. Il vient de lancer la première balle, et ça ne va pas s'arrêter là. Je voudrais informer le public que la liste que dénonce Charles Onana, en fait, contient plusieurs noms. Il y a plusieurs personnes. Déjà à l'époque de Pierre Péan, nous avions le même problème. Et les chaînes publiques, parfois, nous refusaient de prendre la parole. Ou alors, elles nous invitaient à la dernière minute, elles changeaient, elles nous demandaient de ne pas entrer dans les studios. À la fin, on a cherché à savoir, effectivement, il y a ça. Je remercie Charles Onana d'avoir pu mettre la main sur le document de la direction de ces chaînes publiques qui démontre à suffisance l'existence d'une censure officielle et autorisée par la direction des chaînes publiques. Et je vais vous... Enfin, c'est peut-être pas le moment de le dire, mais pourquoi pas? Bah, justement, permettez-moi quand même d'attirer votre attention sur le fait de ne pas trop divulguer, si j'ai jamais des preuves, ne pas trop les divulguer, ne pas attendre le bâton à ce qui va vous plaire. Tout à fait, mais tout simplement, je tiens vraiment à saluer la plainte portée. D'ailleurs, en fait, c'est une plainte en deux temps et en deux, qui a deux côtés. Il y a la plainte auprès du CSA. Il y a le CSA. Excusez-moi, les déclarations, excusez-moi de vous couper la parole. Moi, je vais compléter ma question. Ici, j'ai devant moi les déclarations justement de l'avocat de M. Charles Onana, à savoir le maître Philippe Prigent, qui dit que vraiment, nous sommes arrivés à un haut niveau d'impunité dans certains grands médias concernant la discrimination politique. C'est ce qu'il précise. Donc, précisons également que, à part cette plainte qu'il a apportée contre ces chaînes, il a également déposé une plainte pénale devant le procureur de la République de Paris. Tout à fait. Donc, vraiment, M. Philippe Prigent s'est exprimé à propos de ces deux volets de plainte dont vous commencez à parler. Voilà, il y a deux volets, effectivement. Il y a le volet CSA. Le CSA, c'est l'organe chargé de la bonne déontologie dans les médias français. Et puis, il y a la loi pénale. Parce que là, il s'agit d'une violation de la loi par ces médias qui ont pratiqué une discrimination interdite par la loi dans les services publics. On donne aux uns ce qu'on ne donne pas à l'autre et de façon délibérée, décidée en haut lieu. Ça, c'est une infraction qui est punissable par la loi. Alors, finalement, je vais vous dire quand même ce qui s'est passé, parce que moi aussi, j'ai déjà eu maille à partir avec ces médias-là. Parce qu'en fait, sur la liste de Ouya Onana, je figure aussi. C'est-à-dire tous ceux qui, comme Onana, pensent qu'au Rwanda, il y a eu des crimes de tous côtés, qui savent que le 6 avril 1994, l'avion du président a été abattu par le FPR, le dire,
pour eux, c'est un crime, qui savent que la France n'a pas participé au génocide et qui le disent, c'est-à-dire nous tous, qui disent que l'opération turquoise a sauvé des dizaines de milliers de Tutsis et de Hutus et de Tutsis même, hein. Ça, c'est interdit sur les médias publics. Eh bien, la dernière en date, ça me concerne directement parce que le 6 avril, j'ai été contacté par justement France 24 pour participer au débat le grand débat de France 24, hein, qui devait avoir lieu le 7 au soir. Eh bien, nous avons réglé tous les détails. Je devais donc passer en direct sur France 24 le 7 au soir. Et lorsque, à la 5e ou 6e, lorsque on a parlé avec ces gens-là, pour la 5e fois, on envoyait des SMS, on échangeait des messages. Et à la dernière minute, ils m'ont dit, mais au fait, vous occupez quelle fonction au sein de l'association Ibuka? J'ai dit, mais madame, moi je ne suis pas membre de l'association Ibuka. Je suis président de l'association Ibukabo Ose Rengerabo Ose, c'est-à-dire Mémoire et Justice pour tous. Alors il m'a dit, bon, ok, c'est bon alors, c'est bon, on va vous présenter comme ancien ambassadeur du Rwanda à Paris et ancien ministre des Affaires étrangères. Très bien. Et donc il était question qu'à 16 h, parce que l'émission qu'on préparait se passait à 19h30, je crois, et à 16 h, on devait faire un test pour voir si mon matériel fonctionnait bien, si le réseau était bon, et tout et tout. Si j'avais une lumière suffisante pour passer à la télévision. Et puis, quelques minutes avant le test, elle m'envoie un message en disant « Monsieur l'ambassadeur, vous ne pouvez pas passer. On s'est trompé. En fait, on voulait Ibuka. » Ah. Oui. Vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire que dès le départ, ils ont une liste des Rwandais ou des associations qu'on peut recevoir sur les chaînes de France 24, RFI et autres. Et les personnalités ou les associations interdites d'accès. Et c'est là que je rejoins Onana. En fait, je pense que nous serons plusieurs bientôt à bénéficier des services de Maître Prigent, tout simplement. Parce que c'est de la discrimination, c'est de la censure, et qui n'est pas acceptable dans ce pays qu'on appelle la France. C'est vraiment de la censure, une censure qui n'a aucun sens. Nous empêcher de dire ce que nous savons de la France, des événements du Rwanda, du génocide, que nous avons vécu dans notre chair, auquel certains ont assisté, nous empêcher de parler du turquoise que moi j'ai vu à l'œuvre, que j'ai vu à l'action dans ma préfecture d'origine, à Tchangougou, dont j'ai vu les rescapés sauvés par turquoise, m'empêcher de le dire pour ne pas lorgner sur ces vérités qu'on veut nous présenter à tout prix. Eh bien, c'est une censure qui va contre les intérêts de la raison humaine et contre même les intérêts de nos compatriotes sauvés par turquoise. Et donc, nous n'allons pas lâcher, on ne va pas lâcher, on va continuer la lutte, on va aider, en tout cas se mettre aux côtés de Charles Onana pour faire triompher la vérité et pour que ces chaînes publiques soient obligées d'ouvrir leur studio et leur micro à tous ceux qui souhaitent parler et surtout ceux qui ont des événements. Par exemple, Onana sort un livre, on lui refuse de prendre la parole et de parler de son livre. Moi, j'écris un livre, on me refuse d'en parler. Alors qu'on accorde 1000 heures à des personnes qui écrivent sous la dictée de personnes dont je ne parlerai pas ici. Ouais, et donc, non, vraiment, je félicite Charles Onana et je l'assure de tout mon soutien et on sera ensemble dans cette lutte. Bah, je vois bien que vous n'allez pas lâcher l'affaire, c'est le cas de le dire pour le moment. On ne va pas lâcher l'affaire. Donc, j'aimerais quand même qu'on en arrête aujourd'hui, on arrête ici aujourd'hui parce qu'il est l'heure vraiment de clôturer notre émission d'aujourd'hui.
mais tout en fixant rendez-vous évidemment la semaine prochaine, mardi prochain, où il y aura d'autres sujets à débattre. Et j'aimerais donc vous accorder 2-3 minutes pour un mot de conclusion sur tout ce que nous avons dit à propos de ces 3 sujets que nous avons abordés ensemble ce soir, à savoir le non-lieu requis dans l'enquête sur l'opération turquoise, surtout à Cicero, surtout la visite du ministre rwandais des Affaires étrangères ici en Europe, ainsi que cette plainte de Charles Onana contre les médias publics français. À vous la parole pour 2-3 minutes pour un mot de conclusion, monsieur l'ambassadeur. D'abord, je profite de cet instant pour exprimer ma solidarité, évidemment, avec toutes les victimes de tous les crimes commis dans notre pays contre les Rwandais, contre les étrangers, en 1994, avant et après, mais aussi avec les familles des victimes rwandaises qui ont été massacrées au Congo, en République démocratique du Congo, et beaucoup assassinés aussi dans d'autres pays, au Kenya, au Burundi, ailleurs. Ça, c'est une première chose, mais je m'adresse aussi à mes compatriotes pour leur dire que le moment est venu vraiment de dresser la tête, de ne pas longer les murs. On ne doit pas avoir peur de dire ce qu'on pense devant toutes ces accumulations de mensonges et de diffamations. Nous devons dresser la tête, marcher en plein milieu de la route et pas longer les murs. Il y a quelque temps, 2 mois, je pense, j'avais annoncé que j'avais porté plainte contre une personnalité française, président de l'une de ces associations d'ailleurs, qui avait, dans des déclarations faites à la presse rwandaise, The New Times pour ne pas la nommer, qui m'avait diffamé, et beaucoup attendaient précisément que je les informe du suivi. C'est le moment de dire que oui, cette plainte a été reçue, cette plainte poursuit son bon nombre de chemins et que tout se passe bien. Donc, n'ayez pas crainte. La plainte n'a pas été refusée, au contraire, elle est en bonne place. Maintenant, les affaires sérieuses vont commencer et nous attendons vraiment le soutien moral, surtout, le soutien moral et politique de tous ceux qui connaissent notre volonté de faire la lumière sur l'histoire de notre pays et surtout de dire la vérité. Et j'en profite pour vraiment remercier, féliciter les jeunes Rwandais qui, au Rwanda et à l'étranger, utilisent la communication à travers les médias sociaux pour justement poursuivre pour continuer à dire la vérité. Surtout les jeunes, parce qu'ils font un travail formidable. Il y a des clubs qui se sont créés partout. Aujourd'hui, je ne citerai pas le nom parce que je risque de citer toujours les mêmes noms de mes jeunes qu'on appelle à Kigali. Ils disent que je les empoisonne de mon négationnisme et de mon divisionnisme. Non. Je les apprécie, j'apprécie le courage et le savoir-faire de cette jeunesse rwandaise qui remplace, qui complète progressivement ce que nous avons fait dans le passé. Maintenant qu'on n'a plus d'énergie, à vous les jeunes, prenez le relais et dites la vérité. N'ayez pas peur, personne ne viendra vous empêcher de dire la vérité. Ou que si vous êtes aux États-Unis, en France, en Belgique, en Hollande, en Allemagne et ailleurs dans les pays libres, personne ne viendra vous empêcher de parler. Et c'est ainsi que nous gagnerons le combat, un combat d'une trentaine d'années maintenant, pour la vérité. C'est ça qui va sauver notre pays, qui va sauver les Rwandais. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur l'ambassadeur. Et donc, sur ces mots qui encouragent la jeunesse, c'est vraiment à ne pas avoir peur, et la jeunesse à se lever pour prendre le destin de notre pays entre leurs mains, parce que nous sommes une génération, on va dire, vieillissante et partante, et il faudra qu'il y ait des relais qui vont justement prendre l'affaire en main et puis qui vont continuer à lutter pour la vérité, tout ce qui s'est passé chez nous au Rwanda. Donc, je vous remercie et bonne soirée et à la prochaine, à mardi prochain. Alors, bonne soirée. Merci, Célestin. Nous sommes ensemble. Voilà, merci bien. Chers amis auditeurs de Radio Urumuri, nous allons maintenant passer à
ataka nyir'ubukozwemo ataka nyir'ubukozwemo nyir'ubuteruranwe nake bakinumira ataka nyir'ubukozwemo nyir'ubuteruranwe nake bakinumira ataka nyir'ubukozwemo nyir'ubuteruranwe nake bakinumira ataka nyir'ubukozwemo nyir'ubuteruranwe nake bakinumira